Bon, c'est parti. Attention, à partir de maintenant, nous sommes enregistrés. Euh, Alors, tu vas mettre la présentation de l'énergie pour Abs- les nuls, c'est ça? Ok. Très bien. Bon, Absolument. alors, bienvenue à tous. Donc, vous êtes 37. On a à peu près une centaine d'inscrits. Donc, il devrait y avoir du monde qui va arriver dans les premières minutes. Bienvenue à ce webinaire L'énergie citoyenne pour les nuls. D'énergie partagée. On a déjà organisé quelques webinaires sur des sujets un peu plus spécifiques, sur des sujets un peu plus pointus. Celui-ci s'appelle Pour les nuls. Alors, si vous connaissez un petit peu l'édition qu'on a voulu singer, vous verrez que c'est pas forcément parce que vous êtes nul, mais c'est justement parce que vous voulez avoir les idées très claires en très peu de temps et avoir une synthèse de ce qu'est l'énergie citoyenne. Donc c'est plutôt pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Donc vous êtes aujourd'hui, enfin maintenant 36, mais sur l'ensemble des personnes qui se sont inscrites, il y a une très grande diversité d'auditoires. Il y a des collectivités qui sont impliquées dans des projets ou qui veulent s'impliquer ou qui ont l'idée de s'impliquer éventuellement. Il y a des personnes qui sont bénévoles chez Énergie Partagée, des personnes qui sont pas du tout bénévoles, qui sont de bureaux d'études, qui sont d'associations, qui ont aussi une envie de voir si c'est compliqué de se lancer. Il y a des adhérents de réseaux régionaux. Donc voilà, donc il y a une assez grande diversité. Je vais essayer de faire faire une présentation la plus synthétique et la plus intéressante possible, j'espère. Je répondrai évidemment pas à toutes vos questions parce qu'il y a des questions parfois très pointues. Ce sera l'occasion soit de les poser, dans le chat qui est en bas à droite, que vous voyez, il y a écrit conversation. Il y a déjà des gens qui ont dit bonjour. Vous pouvez aussi écrire pendant que je ferai la présentation vos questions. Et puis également, si c'est un peu plus précis que ça, et si vous avez besoin d'un peu plus de détails, on fait tout un tas de webinaires et de formations tout au long de l'année. Et là-dessus, il suffira d'aller nous contacter ou d'aller sur le site d'énergie partagée sur l'onglet formation. Oui, Voilà. d'ailleurs, si tu m'autorises, Marc, à ce propos, sur le sujet précis de l'énergie citoyenne pour les nuls, on organisera au cours de l'année plusieurs sessions, une ou en tout cas sûre, mais peut-être même plusieurs sessions pour approfondir sur une journée ce thème. Donc là, sur une journée complète, une formation soit en région, soit sur Paris. Mais vous serez informé de toute façon par la liste de diffusion. Ah, voilà. Et c'est aussi l'occasion, ce chat, pour dire si vous m'entendez correctement, si vous me voyez correctement. Si jamais il devait y avoir des problèmes de connexion, je couperai ma webcam et on devrait bien s'entendre. Moi, qui je suis? Je suis Marc Mossalgue, je travaille pour Énergie Partagée, spécifiquement à la communication, mobilisation. Voilà. Mais j'ai suivi un petit peu l'évolution d'Énergie Partagée depuis quelques années maintenant, donc je me permets de faire cette petite présentation globale. Et enfin, le fonctionnement, on a jusqu'à 14 heures d'échange. Donc ça veut dire 1 heure et demie. Moi, je vais faire une présentation de 30 ou 30, 40, 45 minutes. Et après, on aura tout le reste du temps pour discuter. Donc si jamais vous avez votre sandwich, c'est le moment de le manger dans les 45 premières minutes. Parce qu'après, on échangera par chat. Voilà, les questions, tout ça, c'est tout bon. Bon, et ben commençons. Alors, première, on va rentrer tout doucement dans le sujet. La question que je vous pose, c'est que voyez-vous sur cette photo? Bon, vous n'êtes pas tous obligés de répondre en même temps sur le chat, sinon on va pas s'entendre, mais je vais mettre à votre place. Que voyez-vous sur cette photo? On voit une éolienne, on voit des éoliennes. Enfin, on en voit 4 même, avec un joli ciel. On aime, on n'aime pas, elles sont alignées. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on voit. Qu'est-ce que ne nous dit pas cette photo? Elle ne nous dit pas si ces éoliennes sont bien acceptées dans le paysage, si elles sont bien acceptées par les collectivités, par le voisinage. On nous dit pas si la collectivité qui est à côté est fière de son parc, ou si les citoyens sont fiers, s'ils sont impliqués dedans, s'il y a une entreprise locale qui a été créée pour participer à ce parc. On ne sait pas quels sont les objectifs de ce parc. Est-ce que, certes, c'est tourner et faire produire de l'électricité, mais est-ce qu'il y a une vision derrière ce parc? Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport au territoire? Est-ce que c'est la seule rentabilité économique? Est-ce qu'il y a une autre ambition? On ne sait pas qui a financé ce parc.
Est-ce que c'est un développeur français, étranger? En gros, à qui profite le vent? Ça, on ne le sait pas non plus. Concrètement, si on se recule un petit peu, si je prends la même photo, mais avec un petit peu plus de recul, on voit que là, il y a nettement plus de monde qui sont rassemblés devant ces éoliennes. Et c'est pas forcément évident pourquoi ils sont là, ils pourraient être là par hasard, mais cette photo nous indique aussi que ce parc-là, il a rassemblé derrière lui beaucoup de gens du territoire, beaucoup d'acteurs différents, à la fois des citoyens qui vivent à côté, à la fois des collectivités, à la fois différents acteurs du territoire qui ont voulu s'impliquer dans ce parc et en faire un levier pour, euh, pour se rassembler dans le sens de la transition énergétique. Là, concrètement, c'est une image, la plupart d'entre vous la connaissent, du projet qui s'appelle Begawatt à Bégane, en Bretagne. Et ces personnes-là, c'est un projet qui a rassemblé plus de 1000 personnes qui ont cotisé, mis de l'argent, financé ce parc et qui ont du coup une voix à la gouvernance de ce projet. Donc c'est voilà, c'est une symbolique et un petit démarrage pour vous montrer de quoi nous allons parler lors de ce webinaire. Alors je vais repartir un petit peu un peu d'histoire, un peu de recul, pour revenir sur qu'est-ce qui nous a mené à des projets citoyens. L'énergie change. Effectivement, au début on va dire jusqu'à il y a une vingtaine d'années, la plupart l'énergie c'était simple, l'électricité c'était simple. J'étais un consommateur, je m'abonnais à EDF. Si j'étais dans l'essentiel du territoire, je m'abonnais à EDF. Le tarif était réglementé, l'opérateur faisait ses choix et investissements dans ce qui l'intéressait. En l'occurrence, on est au courant qu'il y avait un intérêt particulier pour la filière nucléaire. Et ensuite, je recevais cette électricité par le circuit de transport. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Je suis un consommateur, je ne suis rien de plus. Très bien. En 2007 et préalablement en 2004 pour les professionnels, on a un petit peu mis un coin dans ce monopole avec l'ouverture de la possibilité de choisir son producteur d'énergie, enfin de choisir son fournisseur. Voilà, donc j'en ai mis trois. Il y avait EDF qui restait un fournisseur, Direct Énergie qui est un autre, et Enercop. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis celui-là particulièrement en avant, mais tout simplement aussi pour montrer que par le choix de son fournisseur d'électricité, on faisait aussi le choix indirect de ses investissements. Enercop, en l'occurrence, est un fournisseur qui choisit d'investir et de fournir de l'électricité 100% renouvelable, qui va passer par le même réseau. Le réseau reste inchangé. Même si les noms et les logos ont changé, le réseau reste inchangé. Enfin, et ça c'est la troisième partie de ce petit historique, il devient possible de se rassembler pour produire notre propre énergie. C'est-à-dire que cette même personne qui était jusqu'à maintenant un consommateur simple et juste un consommateur, il peut participer à une aventure collective, à une coopérative d'énergie, sur le modèle de ce qui peut se passer dans d'autres pays. Et cette coopérative d'énergie peut initier des projets qui peuvent vendre leur électricité ou leur énergie à un fournisseur, un acheteur de l'énergie, qui pourra les rétribuer pour cela. Donc ça ouvre tout un pan à la fois de nouvelles petites unités de production d'énergie qui vont peut-être avoir une influence sur le système énergétique, et ça ouvre aussi tout un tas de perspectives de démocratie, de participation, de mise en capacité des citoyens, et donc aussi de mise en compréhension vis-à-vis de l'énergie. Voilà, ça va de pair, hein. On reviendra tout à l'heure sur cet aspect sensibilisation. Parallèlement à cette évolution, je dirais, du système énergétique et de la perception que peuvent en avoir les citoyens, et ben l'urgence climatique n'a jamais été aussi importante et nous impose de changer de modèle énergétique. Ce petit triptyque que vous voyez là, vous le connaissez bien, et d'autant plus aujourd'hui. Hier, Negawatt, qui est l'association d'où je tire ce triptyque, a sorti un nouveau scénario, un scénario énergétique jusqu'à 2050. Mais l'appel à action est toujours le même. Il faut d'abord mettre en œuvre de la sobriété, c'est-à-dire réduire au maximum nos consommations, puis après
de l'efficacité, c'est-à-dire essayer de réduire la consommation de nos outils, essayer d'optimiser l'utilisation énergétique du matériel, et enfin, et bien évidemment en troisième étape, quand on a bien réduit tous nos besoins, de passer au renouvelable. Donc tout ça mis bout à bout, ça veut dire que les consommateurs se sont rendus compte qu'ils avaient une marge de manœuvre, se sont rendus compte aussi avec l'urgence climatique qu'il est nécessaire et qu'il appartient à chacun de se mobiliser pour développer les énergies renouvelables. Donc ils se sont dit, bah du coup, comment on va s'y prendre? Voilà, on entre dans la partie là où on va parler des projets citoyens. Alors, de façon vulgarisée encore une fois, hein, je rentre pas dans les énormes détails parce que sinon ça prendrait pas 45 minutes. En 3 étapes, lancer un projet, comment ça se passe? Nombreux parmi vous l'ont déjà expérimenté. Déjà, on se rassemble et on réfléchit. Il y a des associations, il y a des espaces ouverts par des collectivités, il y a des manières de faire pour poser la question de l'énergie, que ce soit dans le cadre de l'arrivée d'un parc éolien ou dans le cadre de la réflexion d'un schéma régional par exemple ou d'un plan climat. On se pose avec les différentes parties prenantes du territoire et on essaye de trouver une solution. Après, en fonction de l'ambition territoriale, en fonction de des objectifs qui sont fixés par les régions ou par les territoires, et puis aussi en lien avec une réalité d'un potentiel énergétique existant, on va imaginer quelque chose de possible, un défi. Voilà, c'est ce qui était venu justement aux personnes qui ont initié le projet de Bégan. Ils se sont dit bon bah c'est compliqué de mettre des éoliennes. À l'époque c'était même une toute petite éolienne dans un jardin. Ils avaient vu que c'était impossible. Ils se sont dit bah écoutez si c'est ça, on va en faire des grosses, on va en faire plusieurs et on va se mettre à beaucoup pour le réaliser. Voilà donc il faut se lancer un défi, peut-être un défi qui paraît un petit peu au début un peu utopique, mais bon de plus en plus on voit qu'on est de moins en moins dans l'utopie, on est de plus en plus dans le projet. Et on crée une société de projet, une société, c'est-à-dire une entreprise, pour réaliser ce défi. J'ai mis cette étape-là parce qu'elle me semble assez importante pour réaliser que quand on parle de projet d'énergie renouvelable, on parle beaucoup de créer une société quand même. Ça veut dire qu'il va falloir mettre les mains dans la rédaction de statut, ça veut dire qu'il va falloir, si on n'est pas encore vraiment tout à fait au point, monter un petit peu en compétence sur l'aspect juridique, sur l'aspect économique, il va falloir aller voir sans doute des experts financiers pour voir si ça tient la route. Voilà, c'est pas que de la perspective euh, collective, pas que du travail d'animation, il y a aussi un travail de montage de société. Du coup, ce projet citoyen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui vont participer à ce projet, qui vont vouloir soutenir ce projet, vont s'engager à la fois dans le financement de ce projet, admettons un projet éolien, et en prenant des parts dans cette société, elles vont prendre part à la gouvernance. C'est ce que nous appelons la participation, c'est coupler à la fois l'implication financière et l'implication dans le pilotage du projet. L'implication dans cette société de projet, ça voudra dire prendre part aux AG, prendre part aux différentes discussions, aux décisions importantes sur qu'est-ce qu'on va faire des revenus du projet, quelle est l'ambition, quelle est la vision du projet. Et ce projet, une fois qu'il tournera, évidemment, il dégagera des revenus pour la société de projet qui pourra les redistribuer en partie à ses différents actionnaires, à ses sociétaires, ou pas d'ailleurs, elle pourra décider d'en faire autre chose, mais voilà, il appartiendra à eux de décider. Alors pourquoi faire un projet citoyen? Alors, à la fois pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais on se rend compte que les projets citoyens favorisent réellement l'adhésion au projet. On parle d'adhésion, on parle même pas d'acceptation parce qu'il ne s'agit pas d'arracher un oui ou un bon allez d'accord allez-y à des acteurs de territoire qui verraient arriver un projet. Il s'agit vraiment de les impliquer dès le début pour qu'ils puissent voir leur intérêt et l'intérêt même de la collectivité générale, l'intérêt général de s'impliquer dans ce projet. Ça peut prendre un petit peu plus de temps, ça demande de la concertation assez appliquée, mais on arrive au final à avoir des situations d'adhésion locale au projet. C'est aussi un moyen d'assurer et de mettre en pratique une démocratie locale.
on va écouter ce que les citoyens souhaitent sur leur territoire. On va les faire participer directement à un projet, peut-être côte à côte même avec des collectivités, comme c'est le cas dans quelques projets. Et il va vraiment y avoir une expression de cette volonté locale. Je passe sur l'éducation populaire directement. L'éducation populaire, bon, je reviens pas sur le sujet qui est plus large et qui pourrait être abordé en soi, mais il y a une vraie carence aujourd'hui d'éducation des personnes à l'environnement, de sensibilisation, et on pense que ces projets citoyens sont un très bon levier pour sensibiliser à la maîtrise de l'énergie, faire comprendre que voilà, faire comprendre tous les aspects de l'énergie qui aujourd'hui, enfin, qui ont été beaucoup passés sous silence, dû notamment à notre centralisation, au fait qu'on s'occupait pas trop d'énergie, comme je le disais au début. Là, on sent qu'on peut vraiment raccrocher les wagons dans ce sens-là. Évidemment, la protection du climat, hein, et installer des moyens de production d'énergie renouvelable, c'est remplacer de la production issue d'autres types d'énergie fossiles, fissiles. Donc, ça va dans le sens de la protection du climat. Et enfin, je le gardais pour la fin, les ressources économiques. Les retombées locales d'un projet sont tout autres qu'un projet qui serait non citoyen. C'est-à-dire qu'un projet non citoyen, l'essentiel des investissements et l'essentiel des retombées sont à l'actif des acteurs qui décident de l'installer. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un vient planter des éoliennes quelque part, c'est bien lui qui percevra les bénéfices issus du vent. C'est cette situation-là qu'on essaye de renverser. C'est un terroir comme un autre, le vent, le soleil, la biomasse, et il appartient aux collectivités et aux citoyens de s'en saisir pour finalement récupérer et pouvoir valoriser cette ressource-là. Alors je reviens sur ce que veut dire un projet citoyen concrètement, visuellement, pour que vous puissiez voir ce que ça veut dire. Là, il s'agit d'une personne en haut à gauche qui est en train d'adopter un panneau solaire, ce qui veut dire qu'elle a décidé de souscrire à un projet. Il se trouve que c'est un projet grenoblois. Je vois pas pourquoi j'ai pris un projet grenoblois. En adoptant un panneau, elle devient donc sociétaire de la société qui s'appelle Énergie Citoyenne. Et vous voyez en dessous que ça se transcrit par le fait de signer un bulletin de souscription, s'engager, dire qu'elle va prendre tant de parts. Donc c'est les parts de 100 euros. Voilà. Bon, je me rappelle plus combien elle en a pris, mais vous voyez un petit peu le principe. Et en bas à droite, vous voyez toute une série de personnes qui sont en train de signer les statuts de cette même société. C'est-à-dire qu'au moment de la création, eh ben, il a fallu tous signer les 5 statuts, il y avait 25 pages, et il fallait parapher toutes les pages. Et on était 40. Je vous laisse imaginer le temps que ça peut prendre de signer ce temps de signature. Tout ça pour vous illustrer le fait que s'impliquer dans une société, concrètement, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire s'impliquer, c'est-à-dire signer, c'est-à-dire s'engager personnellement. Mais derrière, il y a tout un projet collectif, il y a toute une dynamique qui vous emporte, de décision, d'expression de son avis. Alors attends, Julien. Oui, d'accord. Pardon. Voilà, c'est un projet collectif. Effectivement, il y a un engagement personnel, mais il y a toute une dynamique. Il y a des comités, il y a des commissions de travail qui se mettent en place suivant votre compétence, suivant vos connaissances. Il y a de l'animation constante sur ce genre de projet, de la communication, pouvoir parler sur le projet. Voilà, bon, c'était juste pour vous donner à voir ce que peut concrètement être un projet. Un projet, c'est aussi un projet au sens large, je veux dire mode projet avec des séquençages, avec des phases de travail. Donc là sur ce tableau que vous voyez peut-être pas très bien, on a essayé de dissocier les différentes phases sur le plan technique, sur le plan de la participation citoyenne et sur le plan économique. Je vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait prendre un peu de temps, mais disons que on voit bien que il y a une phase, on va dire, d'émergence où là se structure le faisceau d'indices qui nous laisse à penser que. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à rentrer dans le projet? Est-ce qu'il y a même un potentiel quelque part? Et est-ce qu'on a du temps pour s'occuper de ça?
du temps ou des ressources. Ensuite, il y a la phase de développement où là, on rentre vraiment dans le dur, on crée la société, on va élargir le groupe projet, on se met un petit peu plus de responsabilité, on s'engage, on commence à rechercher des financements, que ce soit en fonds propres, au capital, ou bien aller voir des banques si on a besoin d'un d'un appui bancaire. Et après, il y a toute la phase, on va dire très concrète, où là, il faut lever les fonds. Donc là, c'est la phase un petit peu sensible dans les projets citoyens, c'est que il faut peut-être qu'on aille chercher 50 000 euros, 100 000 euros. Donc, faut en parler à ses voisins, faut en parler au maire de la commune d'à côté. Voilà, faut élargir un petit peu. Et une fois que tout ça est financièrement bien calé, on peut se lancer dans une installation. Et après, il y aura toute la vie, on va dire, du projet qui correspond à ce qu'on appelle l'exploitation, qui peut durer suivant les technologies de 15 à 30 ans. Où là, il faut veiller à la maintenance du projet, il faut animer le groupe, il faut vendre l'énergie. Voilà, il y a des exercices de la société. Faut se dire qu'on se lance sur des projets qui sont très longs, qui sont des projets qui voient à 20 ans. Qui sait aujourd'hui ce qu'il fera dans 20 ans? C'est très difficile de dire ça. Faut pas pour autant se mettre la pression, faut simplement se dire que voilà, on est sur du long terme et on s'installe sur du long terme, peu importe si on part et après on revient, ou quelqu'un prend notre place, mais voilà, ce sont les projets en tout cas, eux, ils voient loin. Je vous ai mis quelques exemples de projets, pardon, pour vous donner quelques éléments. Par exemple, ce projet que j'ai évoqué tout à l'heure, la dame qui souscrivait venait de ce projet, le projet solaire d'ici, dans la métropole grenobloise. L'objectif, là, c'est de faire ce qu'on appelle une grappe de projets photovoltaïques sur des toitures de la métropole grenobloise, c'est-à-dire dans un univers urbain, enfin dans un territoire urbain. Donc là, ça a été des collectivités qui ont été engagées auprès de citoyens, auprès d'Enercop Rhône-Alpes qui a pris beaucoup de choses en main. L'idée, on s'est fixé 100 toitures. Et on est actuellement sur la première tranche qui est d'une vingtaine de toitures qui sont en cours d'installation. Enfin, on recherche les installateurs. Et voilà. Et on voit que ça fait boule de neige. De plus en plus de collectivités nous contactent, certaines qu'on avait vues au début du projet, qui savaient pas trop, et puis maintenant au fur et à mesure où elles voient qu'il y a des collectivités qui nous rejoignent, des toitures, elles nous mettent à disposition des toitures, elles prennent des parts de capital, ça s'est permis depuis la dernière loi de transition énergétique, elles peuvent prendre des parts de capital elles-mêmes. Donc voilà, c'est un projet qui est assez emblématique des toitures solaires. Un projet éolien qui s'appelle le parc des Tilleuls dans l'Indre, qui lui est intéressant parce que il explique et il explicite très clairement l'intérêt économique que peut avoir ce genre de projet pour le territoire. En l'occurrence, le parc a permis à la commune de baisser ses impôts, les impôts locaux. Elle a créé des emplois, elle a permis aussi de financer des actions de maîtrise de l'énergie pour les administrés. Donc c'est un exemple tout aussi intéressant. Une autre technologie, l'hydroélectricité. Là, on est dans les Cévennes et il s'agit de rénover. Il y a beaucoup de centrales micro-hydrauliques partout en France. Il y en a à peu près. Enfin, il y en a. Je sais plus. J'avais un chiffre de 2000, mais je sais plus si c'est. Bon, bref. Il y en a beaucoup qui surtout partent à l'abandon, qui sont à l'abandon parce que le réseau n'a plus besoin d'elles et parce que jusqu'à maintenant elles faisaient partie du mix énergétique, mais elles ont été remplacées par d'autres plus grosses structures. Donc il y a des volontés de citoyens de rénover, de réhabiliter des centrales et ils se rassemblent à plusieurs citoyens, plusieurs collectivités pour redonner une nouvelle vie à ces centrales à l'abandon. Là, en l'occurrence, c'est dans les Cévennes, c'est à côté d'un camping, et du coup, il y a toute une action aussi de pédagogie par rapport à ce camping et un parcours pédestre pour aller voir depuis le camping pour aller voir l'installation. Donc c'est voilà un autre type une autre technologie, puis aussi une autre approche avec l'aspect pédagogique intégré. Un toit solaire dans le Luberon, solidaire et solaire, c'est le projet Lucisol. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est à l'initiative d'un industriel
qui voulait faire quelque chose dans le sens de la transition énergétique et qui a mis à disposition les toitures de son entrepôt. Il y a tout un collectif de citoyens qui s'est organisé autour de lui et ça, le projet a vu le jour cette année. Voilà, il y a un film sur le sujet si vous voulez approfondir, on pourra voir ça plus tard. Là aussi, il s'agit d'un projet particulièrement sympathique, je dirais, d'autant plus qu'il y a un film que vous avez peut-être vu sur ce projet qui s'appelle À tout vent. Le film s'appelle Des éoliennes qui nous appartiennent. On l'a diffusé il y a quelques temps, assez largement. Donc, si vous êtes passé à côté, c'est qu'on a dû manquer quelque chose. Et là, il s'agit aussi d'une dynamique un petit peu à la manière de Bégane, où des citoyens voulaient bien. C'était à l'occasion de l'arrivée justement d'un projet éolien sur le territoire. Ces citoyens ont dit tout de suite oui, on veut bien de ce parc éolien, mais uniquement si on y prend part et s'il bénéficie au territoire. Ça a été une de leurs conditions. Donc ils ont pu euh, on va dire négocier avec le développeur, reprendre en main le parc éolien et rassembler tous les financements. C'est pas rien de rassembler, vous voyez que l'investissement est de 21,8 millions. Évidemment, ils ne sont pas allés chercher l'intégralité, il y avait une part d'aide bancaire, mais quand même, ça reste un tour de force d'animation et de mobilisation locale qui est assez inédit. Voilà, et aussi je finis, je crois, sur ce projet qui est un projet de méthanisation, parce que voilà, comme ça on a couvert toutes les énergies. Là, c'est un projet aussi qui rassemble des agriculteurs, 12 agriculteurs d'un territoire euh, qui veulent déjà faire quelque chose dans le sens de la transition énergétique, et puis aussi, et c'est bien normal, trouver aussi d'autres activités en marge de l'agriculture pour maintenir leur activité, et également trouver un débouché pour leurs déchets. Parce que ça occasionne pas mal de déchets, et notamment ils se sont mis en lien avec les collectivités, ils se sont rendus compte que les collectivités aussi avaient des déchets de cantine, des déchets de voirie, enfin de voirie, je veux dire de feuilles. Et tout ça a mis bout à bout, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont été mis autour de la table, à la fois énergie partagée, il y a eu des acteurs même classiques, gestionnaires de gaz comme Engie, et tout ce petit monde-là a réussi à se mettre d'accord sur un projet qui était ouvert et qui allait dans le sens de l'intérêt général. Donc c'est aussi intéressant, et ce projet est intéressant particulièrement parce qu'il souligne le fait que collectivement, même avec des partenaires dont à l'origine, on peut ne pas se sembler très proche, on peut trouver des points des ponts et lancer un projet de territoire tout à fait cohérent. Voilà, donc là je vous ai présenté différents scénarios. Ce qui est intéressant de voir, c'est que un projet citoyen, ça peut être multiface, ça peut être initié par des citoyens eux-mêmes, et qui associe après coup la collectivité, les développeurs, les partenaires. Ça peut être une collectivité qui, elle, décide de faire quelque chose et qui rassemble ou pas les développeurs et qui l'ouvre aux habitants. Ça peut être un développeur qui arrive, un développeur, c'est-à-dire un installateur, hein, ça peut être, on parle de développeurs beaucoup pour l'éolien, un développeur qui ouvre son projet, qui arrive sur un territoire et qui comprend que ouvrir ce projet, ce sera lui donner les meilleures chances de réussir et d'être accepté. Donc il ouvre lui-même son projet. Et ça peut être aussi une centrale ou un parc éolien déjà en fonctionnement, et des citoyens et des collectivités souhaitent reprendre la maîtrise sur ce projet et souhaitent en quelque sorte le racheter et reprendre les commandes. Voilà, ce sont vraiment des différents scénarios, mais tout ça rentre dans la même idée d'une appropriation de l'énergie, de la production d'énergie par les collectivités et par les citoyens. Alors là, tout de suite, je fais un petit point pratique. Si vous êtes une collectivité, je sais qu'il y en a dans la salle, on a édité justement hier un guide pour accompagner les collectivités qui donne des outils et des pistes méthodologiques pour bien mener un projet d'énergie renouvelable, bien mener ou d'ailleurs bien rejoindre. En cliquant, alors là vous ne pourrez pas cliquer, mais bon voilà, si vous allez sur le site d'énergie partagée, vous la trouverez, elle est en une. Et enfin, si vous êtes un citoyen,
ou si vous êtes, enfin si vous n'êtes pas une collectivité, hein, donc un particulier, euh, vous pouvez rejoindre une initiative locale près de chez vous. Là, vous pourrez trouver sur le site d'énergie partagée aussi des projets sur notre carte. Il y en a d'autres aussi. Et si vous voulez rentrer en lien avec nous, on peut vous indiquer s'il y a des projets près de chez vous. Et vous pouvez aussi investir dans ces projets via énergie partagée. Je vais détailler plus tard ce que c'est qu'énergie partagée. Eh bien non, je vais détailler tout de suite ce que c'est qu'énergie partagée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'énergie partagée? Notre idée, bon, je ne vais pas faire très long, mais voilà, notre idée, c'est de développer ce genre de projet, c'est de donner les clés aux citoyens pour se réapproprier l'énergie, à la fois qu'ils puissent maîtriser et financer les outils de production. Notre ambition, c'est d'en faire le plus possible et c'est d'en faire les plus puissants possibles. Non pas parce qu'on a cette ambition, mais enfin juste cette ambition, c'est simplement qu'on a aussi des objectifs. On n'a pas envie que l'énergie citoyenne reste une niche de petits projets qui se font plaisir. On a quand même envie d'agir et comment dire, de peser sur le mix énergétique pour montrer que ce genre de dynamique de projet sont tout à fait réalistes et doivent être soutenus si on veut atteindre nos objectifs de développement des énergies renouvelables. Alors, énergie partagée, ce sont deux outils, l'association d'une part et l'outil d'investissement d'autre part. Alors, l'association a pour mission de promouvoir l'énergie citoyenne, de sensibiliser les citoyens et les collectivités à l'énergie citoyenne, ce que je suis en train de faire en ce moment avec vous, et d'accompagner les projets. Ça peut être un accompagnement via des outils ou ça peut être un accompagnement personnalisé via des animateurs et des accompagnateurs. Pour lancer des projets d'énergie renouvelable un peu partout en France. L'outil d'investissement, lui, il collecte l'épargne citoyenne pour l'investir directement au capital de projets d'énergie renouvelable. Cet outil, il a été monté au tout début des projets citoyens, notamment au début du projet de Megawatt, où on s'est rendu compte qu'il était assez compliqué localement de collecter des millions d'euros comme ça. Ça pouvait poser problème. Donc l'idée d'énergie partagée, ça a été de faire une poche, un fonds qui pouvait collecter pour tous les projets et qui pouvait s'impliquer dans tous les projets et qui surtout avait le droit de communiquer parce qu'à l'époque le droit à communiquer n'était pas évident pour les projets. Il y avait quelques bâtons dans les roues législatifs qui étaient en vigueur et qui d'ailleurs le sont encore un petit peu. Donc énergie partagée a été créée pour pouvoir communiquer et pouvoir collecter ces fonds pour les investir au capital de ces projets. Je reviendrai de toute façon sur le modèle d'énergie partagée investissement tout à l'heure. Ces deux outils sont adossés à une charte, sans quoi nous n'accompagnons pas les projets et nous ne les finançons pas. Il faut que les projets que nous accompagnons et que nous finançons respectent ces quatre piliers. Un ancrage local, c'est-à-dire que nous voulons que les projets aient une assise territoriale, que ce soit par les collectivités ou que ce soit par des associations, mais il faut que chaque projet ait un cordon ombilical avec un territoire. Ça, c'est une première chose. Une gouvernance ouverte, toutes les décisions au sein de la société de projet, des sociétés de projet qu'on soutient, doivent être d'inspiration coopérative, c'est-à-dire de façon démocratique et en toute transparence. Sur la base d'une personne, une voix. La plupart du temps, c'est ça. L'exigence écologique, bon, bien évidemment, là-dessus, j'ai pas besoin d'épiloguer, simplement pour dire que pour un projet citoyen, l'exigence écologique, elle se mesure au moment où on décide notamment du matériel, savoir d'où vient le matériel, et aussi après le projet, pendant son exploitation, lorsqu'il s'agit de décider qu'est-ce qu'on va faire des revenus? Est-ce qu'on va faire de la sensibilisation? Est-ce qu'on va financer, par exemple, une visite de site par l'école? Bon, voilà, bon, bref, il y a tout un tas de choses, mais voilà, on peut appliquer cette exigence écologique à différents stades du projet. Et enfin, la démarche non spéculative. Ces projets sont tous rentables, il faut qu'ils le soient, économiquement rentables, mais ce n'est pas là la seule ambition du projet, c'est pas ça le seul objectif. Il faut aussi qu'il y ait toute une démarche de non-spéculation, c'est-à-dire de ne pas de vouloir amorcer d'autres projets, de vouloir transmettre aussi
mutualiser les informations, mutualiser les expériences, favoriser la maîtrise de l'énergie, comme je disais auparavant. Donc voilà, ce sont 4 piliers qui forment la charte et qui conditionnent notre intervention. L'accompagnement, je fais juste un petit focus sur l'accompagnement parce que c'est une partie importante qui peut vous intéresser si vous êtes un porteur de projet en émergence. Nous, à l'association, encadrons, nous mettons à disposition des porteurs de projets qui le souhaitent des outils et aussi nous avons des animateurs régionaux qui accompagnent chaque projet dans les différentes phases. On part de l'idée à la réalisation du projet, il y a beaucoup de phases. La phase de réflexion sur la vision, la phase de rédaction des statuts, la phase de structuration du business plan, la phase de mobilisation financière au moment de la capitalisation. Bref, il y a tout un tas d'étapes et on accompagne nos porteurs de projets sur ces différentes étapes et on peut leur apporter ça et là des webinaires, justement d'échanges d'expériences comme celui-ci, des formations ou bien même un accompagnement personnalisé physique si vous avez la chance d'avoir un réseau près de chez vous. Et le financement de projet, en quoi ça consiste? Ça consiste tout d'abord à donner un petit coup de main lorsqu'il s'agit de financer les études. Ça, c'est un tout nouveau service qui s'appelle Énergie Partagée Études, et qui justement dans cette phase à risque, cette phase un petit peu difficile où il faut faire des études de vente, il faut faire des études de potentiel, et ben on n'a pas encore de modèle économique. Et ben là, il y a une solution qui existe avec Énergie Partagée Études pour trouver ce financement. Et bien sûr, après, le cœur de métier d'Énergie Partagée Investissement, c'est d'investir au capital des projets, là où ils en ont le plus besoin. C'est pas très difficile d'aller trouver un prêt bancaire aujourd'hui pour les énergies renouvelables, parce qu'ils sont adossés à un modèle économique très robuste, via le tarif d'achat notamment. Mais c'est vraiment difficile d'obtenir l'intégralité des fonds propres. Donc c'est là qu'Énergie Partagée se positionne et vient soutenir les projets. Et Marc? aussi, oui. Oui, excuse-moi Marc, c'est le maître du temps qui parle. Il est 13h09, il te reste, je crois, pas mal de sujets. Il faudrait passer peut-être à la vitesse supérieure, parce que moi, de mon côté, j'ai recueilli une bonne quinzaine de questions. Donc si on veut pouvoir les traiter, je t'invite à accélérer un peu le mouvement. Je te laisse. C'est noté, merci. Enfin, du coup, je finis sur Énergie Partagée Investissement. C'est important. C'est pas un fonds qui va mettre de l'argent dans des projets et puis se barrer. Il y a un principe de gouvernance, de rester à la gouvernance des projets. C'est-à-dire que on va à côté des investisseurs, on reste à la gouvernance avec eux pour assurer au projet sa portée citoyenne. On va être le garant de la démarche citoyenne de ces projets. Ça, je vais passer. Des projets. Du coup, il y en a un petit peu partout en France, de toute énergie. Là, vous pouvez voir, c'est une capture du site d'énergie partagée. Il n'y a pas tous les projets, hein, mais on essaye de conseiller aux projets qui se lancent de figurer sur cette carte parce que ça peut être intéressant d'avoir cette voie-là sur notre site. On voit qu'il y a des projets qui sont à suivre. C'est tous les projets dans lesquels on n'est pas forcément impliqué, mais qui ont une. Donc il y a des projets en vert, ce sont les projets biomasse, en bleu les projets éoliens, en bleu marine les projets hydro et en jaune les projets solaires. Donc on voit qu'il y a quand même une régionalisation des projets, notamment en Bretagne et dans le sud-est. Mais les adhérents, l'association, elle implique plusieurs adhérents, que ce soit des associations, des porteurs de projets sous forme de sociétés coopératives, des collectivités ou autres. Il y en a une centaine donc en France, et ces adhérents échangent leurs expériences, échangent des outils, échangent aussi des conseils sur des questions parfois très précises qui peuvent être des freins au développement de projets. Donc c'est très intéressant, si vous vous lancez dans un projet citoyen, de considérer l'adhésion à énergie partagée, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui y sont échangées et à ma connaissance, c'est un beau berceau d'informations. Également, si vous souhaitez être accompagné par une personne, il y a des animateurs régionaux sur quelques régions en France. Vous voyez là les différents réseaux régionaux constitués que vous connaissez sans doute
que vous connaissez sans doute déjà, mais voilà, pour vous montrer qu'il y en a déjà 9 qui sont constitués, il y en a d'autres qui sont en constitution. Si besoin est, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous mette en relation avec eux, ou vous pouvez le faire directement sur le site internet. L'outil d'investissement, et je terminerai par là, énergie partagée investissement, c'est le premier outil financier et citoyen de la transition énergétique. Ça a été initié en 2009 et il a collecté 12 millions d'euros qu'il a investi pour partie, enfin 10 millions dans des projets d'énergie renouvelable, toute technique, toute technologie solaire, hydro, éolien, biomasse, etc. Ces 12 millions d'euros, ce sont 4500 actionnaires qui ont acheté des actions à énergie partagée, et qui par conséquent peuvent voter en AG pour décider des orientations de l'outil d'investissement. Voilà. C'est important aussi de préciser la spécificité d'énergie partagée. Donc là, je vous demande un tout petit peu d'attention parce que c'est un petit peu technique. Mais bon, c'est un joli schéma, donc ça devrait aller. Énergie partagée n'est pas une plateforme de crowdfunding. Une plateforme de crowdfunding de financement participatif, met en lien un épargnant avec un projet et s'efface quand la transaction se fait ou prend une petite partie. Là, il ne s'agit pas de ça. Énergie partagée est un intermédiaire, c'est-à-dire que les épargnants prennent des parts à énergie partagée. C'est après énergie partagée qui investit cet argent collecté dans différentes structures, sociétés de projet, partout en France, sur différentes technologies. On investit bien sûr en capital, je reviendrai là-dessus sur la différenciation de capital, mais on investit dans différentes sociétés de projet. Ces sociétés de projet, de différentes techniques, dans différentes régions, elles ont forcément des différences au niveau de la production d'énergie. Certaines peuvent avoir des années fastes, certaines, je sais pas, il y a moins de soleil une certaine année sur tel projet. Bon, bah ça veut dire que la production va être moindre. En tant qu'actionnaire énergie partagée, si vous êtes actionnaire énergie partagée, vous n'êtes pas exposé aux risques liés à un projet. Vous êtes exposé au risque général d'énergie partagée. Mais énergie partagée a plein d'autres projets qui lissent ce risque et qui équilibrent ces risques. Donc finalement, le fait de faire un fonds, de mutualiser un fonds, c'est nous donner la possibilité d'intervenir dans beaucoup de projets et donner la possibilité aussi aux projets qui vont moins bien d'être rééquilibrés par les autres. Parce que nous n'intervenons pas dans des projets les plus populaires ou les plus bankable. On intervient dans les projets dès lors qu'ils respectent notre charte et dès lors qu'ils ont un business plan qui nous semble viable. Parce que voilà, ces projets, ça marche pas là. Ces projets, une fois qu'ils ont produit de l'énergie, ils vont renvoyer les revenus liés à la vente de cette énergie va revenir à énergie partagée. Vous voyez que les pièces sont plus ou moins grosses, c'est en fonction là toujours du contexte. Il peut y avoir des aléas. Et c'est cet argent qu'énergie partagée va pouvoir redistribuer à ses différents actionnaires. Sur la redistribution aux actionnaires, il y a encore, on a un objectif qui est d'une valorisation de 4% par an pour l'action énergie partagée. C'est un objectif qu'on se fixe justement à la lumière de ce que produisent ces projets et de ce qu'on se fixe comme cap. Énergie partagée investit essentiellement, j'accélère un petit peu là pour qu'on puisse aller sur les questions, dans l'éolien, donc c'est l'essentiel des investissements, dans le solaire aussi photovoltaïque et dans les autres énergies. Voilà, et la souscription énergie partagée, chaque part est à 100 euros. Vous pourrez avoir un détail justement de comment ça se passe concrètement, quelles sont les caractéristiques de ce placement sur le site d'énergie partagée. Voilà. Et enfin, pour nous contacter, vous avez les coordonnées là, justement, quand je vous disais, vous pouvez nous écrire. Prenez bien note de ces coordonnées. Voilà, Julien, j'ai terminé. Il est 13h16. J'espère que vous êtes encore quelques-uns dans la salle. Oui, apparemment. Alors, Julien, comment je fais? Je prends tes questions dans l'ordre, les tiennes? Écoute, Marc, je te propose ça parce que j'ai pas eu le temps de les regrouper par thème, mais elles sont tombées au fur et à mesure de ta présentation. Donc là, la première, c'est une question de Benoît.
comment est-ce que nous garantissons l'investissement du petit investisseur citoyen? Alors tu viens de l'évoquer hein, Ah sur d'accord, la ok. dilution du risque, sur la dilution du risque sur Donc là plusieurs on parle projets. Je d'énergie pense que partagée, investissement, c'est ça? voilà. Ouais, Ok. ouais. Enfin, c'était plus en amont sur ta présentation, mais je pense qu'effectivement tu viens de l'évoquer en diluant le risque sur plusieurs projets. Alors c'est pas une garantie, c'est toujours. Je pense que l'investissement comprend une risque de perte en capital, hein, c'est C'est ça. clair. Comme, C'est voilà. ça, c'est ça. Mais Comme tout bon, placement, il y a une possibilité de risque de perte de la totalité en capital. Il faut voir justement comment est-ce on évite et comment est-ce on jugule ce risque. Donc pour le cas d'énergie partagée, c'est parce qu'on investit dans des sociétés de projets qui ont des business plans robustes, qui doivent avoir des business plans robustes, qui sont adossés à un tarif d'achat qui est prévu sur 15 ou 20 ans. Donc, s'agissant des, on va dire, des risques liés pour pour les sociétés de projet, il y a toujours des risques aussi liés aux aléas climatiques, mais justement, comme tu disais Julien, ce principe de mutualisation entre les projets permet d'amoindrir ce risque. voilà, on a Oula, des grosses sautes d'image. il y a rien Il y chez a- moi, c'est ça qui est très bizarre. Bon, je mets en Hop, pause. d'accord. Euh, Ok. euh, Une question de Rodolphe. Tu peux aller sur ta liste, hein, Marc, que je t'ai mhm. préparée. Une question de Rodolphe. Pouvez-vous donner des exemples de collectivités qui portent des projets citoyens? Ouais, alors je peux pas en donner beaucoup pour l'instant, mais je peux donner l'exemple qui m'est proche de Grenoble et du projet Solaire d'ici. La société de projet s'appelle Énergie Citoyenne. C'est un projet qui, dès le départ, avait souhaité, alors que ça n'était pas encore possible, associer les collectivités. Donc on attendait les sorties du décret, enfin des décrets avec impatience. Et donc je peux vous dire que la métropole grenobloise, donc la communauté d'agglomération de Grenoble, qui concerne 400 000 citoyens, s'est engagé en capital à hauteur de 40 000 euros, je crois, ou 20 000 euros, non, 40 000 euros, et a également participe au comité de pilotage. Il y a également Grenoble qui s'est impliqué financièrement et qui a mis à disposition des toitures. Il y a Ebens et Chirol. Donc là, c'est que des villes de la métropole, hein. Ebens et Chirol qui se sont impliqués aussi financièrement et qui ont mis à disposition des toitures. Et là, de plus en plus d'autres collectivités de la métropole s'engagent. Donc, à mon sens, c'est un enfin, c'est un exemple les plus matures sur ce sujet. J'ai pas encore beaucoup d'autres exemples sur des implications de collectivités. Juste, moi, je dirais que on est en train justement de travailler avec les collectivités, avec le guide qu'on vient de sortir, avec un stage qu'on organise avec le CNFPT, pour que justement il y ait plus de collectivités qui s'impliquent autour de projets citoyens. Une question de Monsieur Marne, qui est très fidèle à nos webinaires. Existe-t-il une charte de bonne gouvernance des projets citoyens, en général dans le domaine énergétique en particulier? Ah, une charte de gouvernance, pas encore à mon sens, en tout cas pas chez Énergie Partagée. Les projets, chacun peut enfin, je veux dire, chacun va établir aussi une sorte de charte de vision du projet. Alors c'est pas forcément toujours lié qu'à la gouvernance, ça peut être un peu plus large que ça, mais où on édicte les valeurs principales autour du projet. Ça peut intégrer la gouvernance, notamment le projet À tout vent. Je crois me rappeler ils s'étaient rassemblés au début et ils avaient, avant toute chose, écrit une charte sur laquelle ils partageaient leur vision et la vision de monter ensemble un projet et donc une société, qui a après prévalu sur la suite de l'aventure. Bon, après, si on peut aussi, dis-moi si je me trompe, mais suivant la société de projet qui va être montée, elle porte en elle-même un certain nombre de principes, suivant si c'est une coopérative, une SIC, une... Ouais, ouais, tout à fait. Effectivement, si c'est une SIC, il y a des principes de gouvernance préétablis. Après, si c'est une enfin, si c'est une société par action, on va dire un peu plus flexible, et on peut faire ce qu'on veut avec ce genre de société. Donc c'est vrai qu'il peut être intéressant d'y adjoindre un cap ou de préciser un cap soit dans les statuts directement, mais bon ça vous contraint un peu, soit à côté avec une sorte de charte ou de règlement de gouvernance ou des choses comme ça. Alors,
Benoît, qui a posé beaucoup de questions durant ce webinaire, il a dû nous quitter malheureusement, mais bon, il regardera la vidéo. Dans un contrat d'investissement, est-ce qu'on prend en compte le coût de démantèlement en fin de vie? Alors, bah dis donc, c'est précis. Ça dépend, ça peut dépendre, ça dépend du bail, ça dépend des. Bah, c'est une question un peu pointue là. Je pense que ça mériterait que Benoît vienne à quelque chose spécifiquement sur les modèles éco. Mais ça dépend des baux, ça dépend de ce qui est convenu avec les justement les propriétaires. Parfois, les propriétaires peuvent exiger qu'on enlève la toiture, mais dans ce cas-là, ça éclate complètement le business plan. C'est-à-dire que ça tient plus. Je parle pour les projets solaires en tout cas. Pour ce qui est de l'éolien, il me semble que oui, hein, il me semble que c'est intégré dans les business plans que de pouvoir retirer et laisser en l'état après exploitation. D'accord. Et une question là de Monsieur Poisson qui, je pense, une question remarque plutôt, qui nous demande si notre présentation porte uniquement sur le modèle d'énergie partagée ou sur tout type de projet collaboratif. Attends, tu veux bien répéter parce que je lis en même temps 40 questions là qui sont très très précises. Excuse-moi, tu veux bien redire? Donc, est-ce que la présentation là qu'on vient de faire, c'est uniquement le modèle d'énergie partagée ou si ça a rapport avec tout type de projet collaboratif? Ah, d'accord. Là, ce que j'ai présenté, moi, c'est des projets participatifs, mais plutôt citoyens, qu'on appelle citoyens nous, c'est-à-dire là où les participants participent à la fois à la gouvernance et au financement. Ça présage en rien des autres modèles dits justement plus qui utilisent le mot participatif, où simplement il y a une implication en financement. C'est le cas par exemple des plateformes de crowdfunding. Ça peut être voilà, là, il y a du coup sur l'aspect charte, sur l'aspect gouvernance, il y a beaucoup moins de choses à dire. La présentation que j'ai faite, c'est vraiment la représentation que se fait énergie partagée et globalement les acteurs de l'énergie citoyenne. Donc j'entends par là les adhérents d'énergie partagée, les représentants des animations régionales. Donc voilà, c'est ce point de vue-là que j'ai soumis. Oui, il y a d'autres implications, d'autres définitions aussi. Le CLER, le comité de liaison, le réseau pour la transition énergétique, pardon, lui parle de projets d'intérêt territorial. Voilà, c'est assez intéressant de voir ce que ça peut recouvrir. Et voilà, les projets participatifs dont je vous parlais tout à l'heure, qui eux n'intègrent pas l'aspect gouvernance. Ok, je vois que ça réagit par rapport à cette histoire de coût de démantèlement. Je pense que effectivement, ça c'est peut-être dans le cadre de ce webinaire, c'est peut-être un peu trop pointu comme question et que ça s'aborderait mieux dans une. Mais vous verrez sur nos pages formation qu'on organisera des sessions plus spécifiquement sur le modèle économique. Ensuite, il y avait Claire Labelle qui était intéressée par la commune, le nom de la commune du projet breton que tu as évoqué. Bégane. Alors c'est Bégane, Bégane. ouais. Et j'ai vu qu'il y avait la même question sur Lucie Seul. Alors c'est Ouais. Apt. C'est Apt, la ville, c'est Apt dans le Luberon. D'accord. Et Benoît, qui a vraiment beaucoup de questions à poser, qui demandait enfin, qui définit le montant et le mode de vente de l'énergie. Alors, j'étais tenté de répondre la loi, beaucoup, mais tu as peut-être plus à dire. Le montant, donc on parle du tarif d'achat du coup, j'imagine. Ouais, ouais. Voilà. Alors oui, enfin c'est la loi, c'est le régime du tarif d'achat dont on parle et qui est revu, il me semble, qui est réactualisé tous les 3 à 6 mois pour ce qui est du solaire photovoltaïque. Dans le détail, qui appuie sur le bouton pour changer ou pour le dire. Moi, je suis pas assez compétent pour vous dire exactement ça, mais en tout cas, c'est du côté du tarif d'achat qu'il faut aller gratter si vous voulez la réponse. Alors ensuite, peut-on et sous quelles conditions récupérer l'investissement qui aurait été fait dans le projet citoyen?
Alors, ouais, dans un projet citoyen ou dans énergie partagée, bon, c'est pas, je sais pas à quoi se réfère la question, mais si c'est pour un projet citoyen, on va dire en direct, c'est-à-dire si je suis impliqué, si j'ai pris une part dans le projet énergie citoyenne, donc solaire d'ici, et ben simplement il faut voir avec les règles qui ont été édictées par le projet en question. Est-ce qu'il met une obligation de garder, enfin de laisser euh, l'action pendant quelques années, ou est-ce que c'est décidé, est-ce que la récupération de l'action est possible et sous quelles conditions? Ça, c'est à chaque société de décider comment ça se passe. Voilà, si c'est une société, ça dépend de ça. Et pour ce qui est d'énergie partagée, c'est récupérable chaque année. Au moment de l'Assemblée générale, c'est-à-dire que on peut demander à se voir rembourser ses actions à la valeur nominale. Donc, si vous l'avez acheté à 100 euros, ce sera 100 euros de récupérer chaque année, un petit peu avant l'AG. Voilà, c'est une fois par an. C'est la raison pour laquelle on le fait une fois par an, c'est pour limiter les frais liés à la gestion de ce genre de sollicitation qui, bah, du coup, par nature, ne, est- ne dégage pas d'argent et plutôt coûteux. Donc, on essaie de rassembler tout ça en avril-mai, juste avant les assemblées générales. Alors, je te laisse avec la prochaine question parce que ça, il y a d'autres questions qui fusent sur le fil de discussion. Donc, je te laisse parler de l'autre question qui vient derrière et je les rajoute au fil. OK? D'accord. Alors, Malheureusement, il y avait une question là qui était quel est le rôle d'énergie partagée dans ce processus? Alors, j'ai mangé un peu le processus, donc si Monsieur Chabillon est là et qui veut bien nous repréciser sa question, sinon effectivement on va avoir un peu de mal à y répondre. Et sinon, il y a les questions de Monsieur Marne, donc quel est le rapport entre la puissance moyenne en mégawatts des projets citoyens et celle des projets non citoyens? Est-ce que les projets citoyens sont des plus petits projets, quoi? ouais, enfin pas forcément, hein. Enfin, c'est difficile de répondre là parce il peut y avoir des projets citoyens de grande taille et des projets non citoyens de petite taille. Donc c'est difficile. Après je sais pas si la question est sur le global, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on représente dans le mix général. Si c'est cette question, je crois qu'on est à zéro, on est à moins de 1%. Les projets citoyens sont à moins de 1% de ce que représente l'intégralité des capacités d'énergie renouvelable. Mais là, il s'agissait de puissance moyenne, oui, donc ça doit pas être ça. Alors je vois que sur le fil, il se pose pas mal de questions sur le photovoltaïque, alors regrouper des petits projets en un seul, sur le prix du photovoltaïque. Alors tout ça, je vous renvoie à un webinaire qui a lieu très bientôt, puisque c'est le 31 janvier et le 1er février, où on aura Anne-Claire Faure d'Espul qui nous répondra à toutes ces questions. Là, malheureusement, je pense pas que ce soit ta spécialité, Marc. Donc, ces questions-là, on ne pourra pas y répondre. Alors, par contre, il y a beaucoup de questions auxquelles on peut répondre, des questions rapides. Cécile qui Ouais. dit qui dit-on contacter si on a connaissance d'un projet sur notre territoire? Qui dit-on ou qui peut-on peut-être contacter? Bah dans ce cas-là, voilà, sur association @energiepartagée.org si vous souhaitez un accompagnement. Si vous voulez le rejoindre, bah, rejoignez ce projet d'abord et puis après revenez vers nous avec des informations si vous souhaitez le référencer par exemple sur notre site ou si vous souhaitez avoir un financement. Je précise tout de même, ce que j'ai pas précisé, que l'outil énergie partagée investissement intervient dans des conditions particulières, c'est-à-dire pour il faut que la participation soit un minimum de 50 000 euros pour énergie partagée et de maximum de 500 000 euros. Ça veut dire que ce sont des projets assez conséquents, puisque énergie partagée, n'a pas vocation à être majoritaire dans les projets. Là, justement, sous vos yeux, j'ai mis une petite slide pour comprendre ce principe-là spécifiquement. Énergie partagée vient au fonds propre, c'est-à-dire dans la partie de l'apport initial des porteurs de projets, qui représente
entre 25 et 40 ou 50%, ça dépend du projet, ça dépend du risque encouru. Euh, Énergie partagée, par conséquent, cette petite partie-là, si la partie d'énergie partagée, qui du coup est de 25% divisé par 2, donc à peu près 15%, si ça fait 50 000 euros, je vous laisse imaginer que le projet est assez conséquent en lui-même. Donc pour les petites centrales photovoltaïques, quand il y a une centrale jusqu'à une dizaine de centrales, il n'est pas possible pour énergie partagée investissement de s'impliquer financièrement. C'est-à-dire qu'on ne pourra s'impliquer que dans les projets un petit peu supérieurs en budget. Voilà. Alors, une autre question de Monsieur Marne, quelle proportion des projets d'énergie partagée est lauréate des appels d'offres de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, pour le développement des énergies renouvelables? Alors, c'est sur le fil normal, ça? C'est sur le fil où j'ai regroupé les questions. C'est sur ton fil. D'accord, c'est sur mon fil à moi personnel. Oui. Alors, attends, c'est quelle proportion des... Attends, question, quelle proportion des projets est lauréate des appels? Bah, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que la CRE, ça concerne que les très très gros projets. Et puis il y a différents appels d'offres il y a des appels d'offres photovoltaïques, autoconsommation. Donc pour l'instant, à ma connaissance, des projets financés, il n'y en a pas encore, des projets qui sont éligibles CRE, enfin, qui ont été lauréats par la CRE. Mais il me semble qu'il y a des projets du précédent appel à projet qui sont en cours d'instruction de financement. Donc voilà. Donc la proportion, je peux pas la donner, mais il y en a certains qui font appel à énergie partagée pour leur financement. Encore une question de Monsieur Desruelles. Est-ce que parmi les actionnaires d'énergie partagée, il n'y a que des personnes physiques ou est-ce qu'il y a aussi des personnes morales? Oui, pour ce qui est d'énergie partagée investissement, il y a des personnes morales et des personnes physiques. Sur le bulletin de souscription que vous avez, vous pouvez indiquer si vous êtes une personne morale ou physique. Vous pouvez faire adhérer une entreprise, un magasin. On a beaucoup de gens qui font adhérer également leur entreprise à énergie partagée. C'est pas la majorité des actionnaires, bien évidemment. Et également, dans le fonds énergie partagée, nous avons des, des- des participations institutionnelles, notamment de fonds qui souhaitent s'impliquer dans l'énergie citoyenne. C'est le cas de- d'un fonds qui s'appelle Mirova, qui est dédié justement au projet d'énergie renouvelable et qui a souhaité soutenir énergie partagée, enfin soutenir, non pas soutenir, qui a souhaité investir dans l'énergie partagée, ce qui pour nous prouve à quel point aussi le modèle économique d'énergie partagée investissement est robuste, puisque des acteurs, on va dire, de la finance, je dirais classique, mais sensibilisés aux énergies renouvelables, souhaitent s'engager à nos côtés. Donc il y a à la fois beaucoup de citoyens, il y a un fonds aujourd'hui, qui a mis une part, qui a mis une contribution d'un million d'euros. Et il y a à côté de ça aussi quelques entreprises, mais là c'est de l'ordre de la participation soit du dirigeant, soit de quelqu'un qui a souhaité faire participer son entreprise. Voilà. Monsieur Poisson demande quel est en moyenne le retour sur investissement pour un citoyen. D'accord. Alors jusqu'à maintenant, alors si on parle d'énergie partagée, alors non, je vais d'abord parler des projets au sens large. Donc là, ça dépendra pour le projet en question, bah, de la technologie. Ça dépendra de son business plan, s'il est prévu ou pas d'avoir un retour sur investissement, parce que tous les projets n'ont pas de retour sur investissement, euh, ou très très peu. Pour les projets photovoltaïques aujourd'hui en toiture, les business plans sont très 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 serrés, donc il n'y a pas beaucoup de place pour une valorisation pour les investisseurs. Et pour ce qui est d'énergie partagée, comme nous mutualisons les revenus de différents projets, certains qui ont des business plans très serrés, d'autres qui ont des business plans plus généreux, on va dire, eh bien, on se fixe l'objectif de 4% par an pour nos actionnaires. Euh, et pour obtenir ces 4% par an, on demande à nos actionnaires de rester 10 ans euh, au, au,
impliqués dans l'énergie partagée investissement. Et à partir de ces 10 ans, on imagine qu'on va pouvoir redistribuer tout ou partie de ces 4%. De toute façon, ce ne sera pas vraiment à nous de décider. Ce sera à l'Assemblée générale, justement, constituée par notamment les actionnaires, qui vont décider à la lumière des comptes d'énergie partagée investissement si oui ou non on distribue une valorisation, et puis sous quelle forme, il faudra décider aux actionnaires. D'accord. Il y a Monsieur Desruelles qui demande si pour un citoyen d'un territoire, il faut mieux investir via énergie partagée au lieu de passer par une souscription locale. Eh ben, ça dépend ce que vous souhaitez faire. Ça dépend. Si vous souhaitez vous engager dans un projet parce que vous le connaissez bien, parce que vous aimez bien les initiateurs, parce que vous aimez bien le projet et que vous avez d'ailleurs envie de vous y impliquer personnellement dans une commission, dans une assemblée générale, si vous avez du temps un petit peu à dédier à ce projet, allez vers ce projet et mettez-y votre argent parce qu'ils vous attendent, je pense, parce qu'ils ont besoin de gens qui ont de la disponibilité, qui ont des compétences. Donc si c'est ça votre ambition, allez-y. Si vous souhaitez simplement, si vous n'avez pas ce temps-là, que vous n'avez pas forcément de projet près de chez vous dans lequel vous souhaitez vous engager, euh, ou bien que vous n'avez pas le temps de vous y engager, et ben tout simplement, vous pouvez passer par énergie partagée investissement, effectivement. Ça aura le mérite de pouvoir aider tous les projets, notamment aussi ceux à venir qui vont se développer et qui auront besoin de soutien. Et vous n'aurez pas, entre guillemets, à participer à la gouvernance. Nous allons, nous, participer à la gouvernance dans ces différents projets, mais on vous sollicitera pas. Par contre, vous serez informé, si vous le souhaitez, des actualités de tout ou partie des projets qu'on soutient. C'est-à-dire qu'au moment de la souscription, vous pouvez demander à être laissé informer des actualités de tel ou tel projet, et vous recevrez des notifications d'informations sur les jalons importants de ce projet, par exemple l'installation, le premier coup de pelle, le premier tour de pale, l'inauguration, la fête, etc. Et vous serez invité. Alors, il y a Monsieur Desruelles qui précise sa question en même temps que tu réponds. Il parle notamment de risques financiers. Mais là, effectivement, je crois qu'on y avait répondu un petit peu en amont. Effectivement, en investissant via énergie partagée, en fait, on investit sur plusieurs projets. Donc, en fait, c'est moins risqué quelque part que de mettre directement tout son argent sur le fléché sur un seul projet. Ouais. Après, effectivement, nous, on a aussi enfin, on a créé cet outil pour répondre à un vrai besoin des porteurs de projets d'avoir un apport de capital. On n'est pas du tout en concurrence avec eux. Il faudrait pas qu'on voit ça comme ça, c'est-à-dire que euh, un projet d'énergie renouvelable qui est près de chez vous, un projet local, effectivement, il a du risque, mais de la même manière que nous allons le faire, vous pourrez estimer si ce risque est conséquent ou pas, s'il y a un vrai risque, et vous pourrez, une fois que vous l'aurez estimé, décider si vous préférez passer par ce projet ou par énergie partagée investissement. Donc effectivement, côté énergie partagée investissement, il y a cette mutualisation du risque qui offre un petit coussin de sécurité pour, euh, pour, euh, pour l'actionnaire énergie partagée, mais ça ne veut pas dire qu'il il faut se détourner des sociétés locales, bien au contraire, parce que nous, notre raison d'être, c'est de multiplier ce genre de projet et multiplier les personnes qui localement sont impliquées dans ce genre de projet. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui était un peu perdu avec des éléments dans ta présentation. Il y a peut-être une coquille. On voit un foyer moyen consomme 3239 kWh par an et dans une autre slide, visiblement, il y aurait 2526 kWh par an. Alors, soit il y en a qui ont des LED et d'autres pas de LED ou du chauffage électrique, j'en sais rien, mais il y a une différence. Alors, Donc, c'est quoi la bonne 3200, moyenne? tout à fait. Alors, c'est possible qu'il y ait des erreurs. 3239, je pense que c'est quand j'ai pris 3200, c'est la moyenne de l'ADEME. C'est l'ADEME qui explique dans une note que je pourrais d'ailleurs transmettre à qui veut bien, que 3200 hors chauffage, c'est à peu près la moyenne. 2526, ça fait référence à mon avis à 2500 que j'utilisais au moment où je trouvais qu'il fallait plutôt utiliser pour ce genre de ratio
des consommations de personnes qui faisaient un peu attention. Ou des personnes un petit peu sobres. 2500, on imagine que c'est une consommation moyenne de quelqu'un qui fait attention. Du coup, voilà, dans ma tête, je me demandais qu'est-ce qu'il faut plutôt mettre en avant, plutôt mettre des foyers qui se lâchent totalement ou des foyers qui font attention. Bon, voilà. Apparemment, j'ai pas arbitré puisque les deux possibilités sont évoquées, mais voilà en tout cas quelles étaient mes réflexions. D'accord, Et donc en alors, fait, la bonne le vrai moyenne, bonne chiffre. question. Bah, il n'y a pas de vrai chiffre, c'est difficile. Il y a des chiffres selon des institutions. Voilà. En tout cas, côté ADEME, c'est 3200. D'accord. Il y a Rebecca qui demande si Énergie Partagée peut investir en fonds propres dans une SAS de type centrale villageoise, donc une Alors, société par action simplifiée. eh ben, ça revient à la slide qu'il y a en face de vous, c'est-à-dire que le minimum étant de 50 000 euros pour l'implication dans une centrale villageoise, et le fait est que nous voulions pas être majoritaire, parce qu'on veut pas être l'interlocuteur principal, et parce on n'est pas local, tout simplement. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que la centrale villageoise, que la structure ait un budget qui est de à peu près 500 000 euros. Et bon, c'est pas forcément le budget de toutes les centrales villageoises. Généralement, c'est quand même un peu moins. Donc jusqu'à maintenant, on s'est impliqué dans des centrales villageoises enfin, dans aucune centrale villageoise. Mais par contre, pour les grappes de projets, c'est à partir d'un certain nombre de projets dans la grappe qu'on peut s'impliquer parce que ça fait un suffisamment gros budget pour que notre participation à 50 000 euros soit minoritaire. Ok, donc j'ai Monsieur Chabillon qui demande quelle est la meilleure méthode pour lancer un projet sur un territoire où il n'y a pour l'instant aucune dynamique citoyenne. Est-ce que cela doit passer par une association environnementale? Eh bien, Monsieur Chabillon, tout dépend si vous êtes vous une collectivité. Effectivement, ça peut passer soit par des associations environnementales, donc c'est intéressant alors, ça dépend qui vous êtes en fait, là c'est difficile de dire, mais effectivement, les associations environnementales, une fois qu'elles ont fait, enfin, elles sont souvent en demande de ce genre de projet parce que ça leur offre un vrai support d'implication des personnes localement. Peut-être elles sont un petit peu, je dirais, fatiguées, mais voilà, toujours avertir et mobiliser, c'est bien, mais s'il y a un projet local sur lequel on peut mettre en pratique euh, la sensibilisation, on va dire, et ben ce n'est que mieux. Donc les associations sont généralement assez motivées pour s'impliquer dans ce projet, et souvent il faut aussi quand même un soutien de la collectivité, que ce soit au tout début ou au moins à un moment donné. Donc c'est intéressant de solliciter et le tissu associatif local et le tissu des collectivités pour voir si d'un côté ou de l'autre il y a du répondant. Alors, Monsieur Chabillon ajoute là sur le fil de conversation commun, mais oui, et lui, visiblement, il est un citoyen lambda. Alors, est-ce qu'il faut essayer de mobiliser des citoyens lambda ou des professionnels du secteur? Des professionnels non, pas forcément professionnels du secteur parce qu'ils pourront pas vraiment initier la dynamique citoyenne au démarrage. Non, je dirais que il faut trouver les petites cellules de discussion, de partage, euh, où on va pouvoir se rassembler et émettre ce fameux défi dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes voilà, ça peut parfois démarrer par deux, trois personnes, hein. On a des projets qui ont démarré par trois personnes, dont une qui maniait assez bien les outils internet de blog, etc. Et ça a fait une traînée de poudre. Et puis finalement, par les réseaux sociaux, la collectivité territoriale en a entendu parler, etc., etc. Parfois, ça demande pas grand-chose, mais ça demande quand même une implication au début d'un groupe qu'on appelle groupe moteur de 3 à 6 personnes qui vont pouvoir mener et alimenter le projet pendant quelques temps. Ok. Jérémy qui demande si des dividendes ont-ils été déjà versés aux actionnaires d'énergie partagée. Eh bien, pas encore, Jérémy. Effectivement, on n'est pas encore arrivé au terme de ces fameuses 10 années, ces 10 années où on doit laisser notre argent, enfin nos actions sur énergie partagée sans toucher
aucune rentabilité, c'est dû au fait, et je regarde, je reste sur ce schéma-là justement. Vous voyez que sur ce schéma, énergie partagée s'implique au moment des numéros 1 et 2. Ensuite, il y a le prêt bancaire qui vient compléter le budget du projet. Et lorsqu'il s'agit de rembourser avec les revenus à la fois le prêt et les investisseurs, donc c'est-à-dire les porteurs de projets et énergie partagée, sont payés systématiquement après la banque. Donc c'est pour ça qu'il y a ce chiffre de 10 ans qui est mis en avant, et c'est pour ça que les actionnaires énergie partagée doivent attendre. C'est parce que pour l'instant, nous avons engagé des sommes d'investissement, mais ces projets-là ne nous ont rien renvoyé. Voilà, pour l'instant, c'est de l'argent qui reste dans les sociétés de projet. On attend que l'exploitation permette déjà de rembourser la banque, ça met une dizaine d'années, et après coup, les revenus qui seront en bonus de ce remboursement de la dette, eh ben, viendront rémunérer les investisseurs, donc les porteurs de projet et nous. Et donc les investisseurs énergie, enfin les actionnaires énergie partagée, pardon. Alors là, je relais une question qui me fait plaisir à relayer parce qu'elle vient de loin. C'est une personne qui, avec le décalage horaire, je me rends même pas compte de quelle heure il est, mais qui nous suit dans les DOM. Et donc, peut-on développer ce type de projet dans les DOM? Nous souhaitons développer un projet d'énergie partagée en Martinique. Eh ben pourquoi pas. Je vois pas ce qui pourrait empêcher de développer ce genre de Il est projet. 8h46. Pardon. Il est 8h46 en Martinique. Pour répondre à la question, non, je vois pas ce qui pourrait empêcher de ce genre de projet en Martinique. Le potentiel est d'autant plus important, en tout cas du point de vue, j'imagine, du solaire. Donc, point de vue potentiel, il y a strictement aucun problème. Et point de vue de la mobilisation citoyenne, je vois pas ce qui pourrait empêcher de rassembler des citoyens et des collectivités autour de beaux projets comme ça. Donc, suivez le guide, suivez les conseils et puis essayez de voir ce que ça donne. Et on peut tout à fait vous accompagner pour essayer d'initier quelque chose en Martinique, avec plaisir. On arrive au bout de la liste des questions qui ont été posées. Si vous avez d'autres, je vois qu'il reste 49 participants, donc c'est un nombre important. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Il nous reste encore une dizaine de minutes à passer ensemble. Sinon, eh bien, on peut s'arrêter là. Attends, il y a d'autres projets, j'ai l'impression, il y a d'autres questions qui ont été posées après. Ouh là là, mais en même temps, je me perds un peu. Il y avait une question sur les projets PACA. Ah, Pourquoi j'ai relayé sur le fil. pourquoi parle-t-on peu des projets PV au sol, exemple PACA? Bah parce qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question, parce qu'aujourd'hui, le modèle économique des projets au sol sont pas forcément tous très bons, et aussi parce que les projets au sol posent d'autres questions, enfin posent des questions faut évaluer au cas par cas les projets en question. Il faut savoir sur quoi est-ce qu'ils viennent se poser au sol, qu'est-ce qu'ils viennent remplacer, sur quel genre de terrain ils sont. Voilà, il n'y a aucune raison pourquoi on en parle peu, c'est parce qu'aujourd'hui on n'a pas de projet comme ça citoyen, mais il y en a certains en développement qui vont voir le jour, qui sont sur des anciennes décharges ou des choses comme ça. Donc il n'y a aucune raison de ne pas en parler, c'est juste qu'on n'en a pas. Ok, là sur le fil, ça repose quelques questions. Et Anouk nous demande quelle est la différence entre une grappe et une centrale villageoise. Ah, alors une grappe de projet, ça veut simplement dire que c'est plusieurs projets dans une même société de projet. C'est-à-dire que, par exemple, à Grenoble, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une grappe de projet. C'est une grappe de projet parce qu'il y a plusieurs toitures solaires, mais qui sont toutes rassemblées en gestion et on va dire, dans une seule société qui s'appelle Énergie Citoyenne. Donc on appelle ça une grappe. Centrale villageoise, c'est un mot, enfin c'est une expression qui en soi renvoie à un projet particulier, qui renvoie à un projet qui a été développé par Rhône-Alpes Énergie Environnement et qui consiste à
à initier notamment dans des PNR, dans des parcs naturels régionaux, des dynamiques de projets qui vont impliquer des citoyens dans le financement, et notamment ces citoyens vont pouvoir mettre leur propre toiture à disposition du projet. C'est du coup centrale villageoise, ça veut dire qu'on fait référence à des villages, à un univers aussi rural. Donc c'est pas le cas par exemple à Grenoble, nous on peut pas appeler ça centrale villageoise parce que c'est pas villageois, on pourrait appeler ça à la limite centrale rurale, centrale urbaine. Mais voilà, centrale villageoise, ça se rapporte bien au projet de Rhône-Alpes Énergie Environnement, et avec aussi une charte spécifique qui ressemble peu ou prou, enfin, qui a très peu de choses différentes avec la charte d'énergie partagée, mais il y a des petites spécificités de gouvernance, de méthode qui justifient qu'on distingue les deux. Alors, il y a Marlowe qui demande si le peu de projets au sol est lié au prix de rachat. Ouais, bah je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est notamment ça. Aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, il y avait très très peu d'entrain à développer ce genre de projet parce qu'ils sont un peu compliqués et puis parce que le tarif d'achat aussi rend le business blanc compliqué. Et aussi parce que ce genre de projet peut pas s'installer partout. Il y a besoin d'un petit peu plus de temps pour faciliter la discussion entre les collectivités. Installer des centaines de mètres carrés de toiture solaire au sol, ça pose des questions que ne posent pas les projets de type centrale villageoise ou de toiture urbaine. Donc effectivement, c'est un petit peu plus loin et il me semble effectivement, je sais pas si c'est ouais voilà dans les prochains appels d'offres enfin dans de plus en plus d'appels d'offres sur ce genre de projet au sol ou autre, il y a une valorisation qui va être faite par l'implication citoyenne. C'est-à-dire que dans les appels d'offres, on va considérer que si le projet en question est un projet qui s'ouvre aux citoyens, ben, il aura un bonus, sans doute de tarif d'achat. Donc on peut imaginer effectivement que ce genre de projet au sol qui associe des citoyens va augmenter dans les prochains mois. Ok, je vais relier une question de Monin, mais en rappelant que Marc, tu n'es pas un spécialiste du photovoltaïque, tu t'occupes de la communication chez Énergie Partagée. Et bien bon, on tente le coup. Quel est le plus rentable en photovoltaïque, une installation de panneaux en toiture ou en intégration au bâti? Et du coup, ouais, mais c'est pas En antagoniste toiture entre. plate, pardon. Ah, en surimposition donc. Oui, en fait, Oui. aujourd'hui, il y a un tarif d'achat qui s'applique aux projets d'énergie renouvelable, enfin aux projets solaires. C'est un tarif d'achat qui effectivement conditionne ce tarif à l'intégration en toiture. Donc il faut que les panneaux solaires remplacent la couverture. Donc il faut détuiler et il faut mettre dessus les panneaux solaires. Il y a des systèmes, on va dire, d'intégration simplifiés, mais si la question c'est par rapport à la surimposition, c'est-à-dire par rapport au fait de mettre les toitures sur des tuiles, bah là le tarif d'achat est vraiment très mauvais, donc le modèle économique ne tiendra pas. Donc aujourd'hui, quand on parle de toiture solaire, on parle implicitement de toiture intégrée, enfin de panneaux solaires intégrés en toiture. D'accord. Et il y a Rodolphe qui nous pose la question, avez-vous réfléchi à des modèles participatifs pour le développement de projets en autoconsommation? Là, je vais me permettre de répondre un peu, puisque le 31 janvier et le 1er février, nous avons justement, je le rappelle, Espul qui fait un webinaire. Il y aura aussi une formation par la suite le 15 mars sur ce sujet de l'autoconsommation. Mais est-ce que toi, Marc, tu sais Ah, s'il y a déjà des modèles participatifs pour les projets en consommation? Est-ce qu'on... eh ben, je sais que ouais, je sais que de plus en plus on essaye de se tourner vers cela. Jusqu'à maintenant, les modèles économiques des projets étaient adossés pour l'immense majorité, voire l'intégralité, au tarif d'achat, donc au tarif d'achat que ce soit photovoltaïque ou éolien. Et de plus en plus, effectivement, à la faveur de
de ces appels d'offres autoconsommation, et puis aussi du fait que les tarifs d'achat fondent un petit peu, on se pose la question de savoir si ça pourrait, si certains modèles, notamment en lien avec des consommations de bureaux par exemple, ou des consommations d'entreprises, enfin de dépôts ou autres, ou de magasins, ça peut être intéressant de monter des projets citoyens en autoconsommation. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y en a pas de développé, euh, mais Excuse-moi, le projet sur les toits de Biocop, c'est pas considéré comme un Non, c'est pas de l'autoconsommation. Enfin, c'est un montage un petit peu particulier qui fait que c'est Enercop qui a, on va dire, qui est propriétaire des toitures et qui vend l'électricité en circuit court, c'est-à-dire du toit jusqu'aux locaux, à Biocop. Donc c'est un système, on va dire, qui contourne un petit peu l'autoconsommation. C'est pas encore de l'autoconsommation. Enfin, sur le principe technique, c'est de l'autoconsommation, mais sur le principe commercial, Il y c'est a un pas directement de intermédiaire. l'autoconsommation. Voilà, il y a un intermédiaire. D'accord. Et je crois que la ville de Lorient a développé pas mal de choses autour de ces initiatives de projets citoyens euh, en autoconsommation. Et donc justement, ils seront témoins lors du webinaire et des formations liées à ce sujet. Est-ce qu'il y a des expériences de projets citoyens sur des technologies innovantes ou c'est trop risqué? Innovante, ça dépend. Bah, énergie marine, non, pas encore. Effectivement, on reste sur des technologies qui, moi, je dirais matures. Enfin, je dirais, voilà, qui, en tout cas, pas encore très fantaisistes. On reste sur du photovoltaïque en toiture qui a fait ses preuves. On reste sur de l'éolien. Et pour toutes les, on n'est pas du tout contre les nouvelles technologies innovantes. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas reçu de demandes crédibles sur le plan économique et aussi qui respectaient notre charte, qui demandaient à être accompagnés ou à être financés. Une autre question sur pourquoi les tarifs d'achat sont-ils différents selon la technologie employée? Bah parce que je dirais le niveau de soutien est différent selon les technologies. Il y a des technologies qui sont plus matures que d'autres. Par exemple, l'hydroélectricité, l'hydraulique, il y a moins besoin de soutien sur l'hydraulique aujourd'hui qu'il y a besoin sur le photovoltaïque pour lancer la filière. La filière photovoltaïque s'est lancée il y a, je dis- on va dire de bêtises, à la grosse maille une quinzaine d'années. À cette époque-là, il fallait un soutien assez conséquent et il y a eu un soutien très croissant jusqu'à 2009-2010. Euh, du coup qui atteignait des plafonds parce qu'à ce moment-là, parce que les panneaux solaires, parce que les structures, parce que les installations étaient chères, donc il fallait une belle subvention et donc un gros tarif d'achat. Et à mesure que les coûts de fabrication des modules et du matériel d'énergie renouvelable baissent, et ben le tarif d'achat naturellement baisse parce que entre guillemets la subvention baisse. Ok, là il me reste à te transmettre beaucoup de merci. J'en ai même reçu par mail pour cette présentation. Bravo Marc. Eh ben merci Les à vous gens ont l'air tous. très 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 contents. Voilà, donc il est 13h59. Il nous Donc là, reste je une crois minute qu'il pour aller manger, c'est formidable. reste une minute pour aller manger. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. À très très bientôt. On développe de plus en plus les formations. N'hésitez pas à vous renseigner et à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.